Durant ce laboratoire, nous allons apprendre à contrôler un servomoteur à partir de JavaScript en utilisant la bibliothèque Johnny5. Donc, avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur Moodle, semaine 11. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux éléments à télécharger. Donc, la version initiale du laboratoire et un fichier PDF que je vais vous inviter à imprimer et qu'on va aussi utiliser dans le laboratoire. Donc, si on commence par regarder les documents initiaux qui sont fournis, ben, ça a l'air de la chose suivante. Donc, comme pour les labs précédents, il y a un dossier bibliothèque avec Create.js qui est déjà à l'intérieur. Vous avez un dossier ressources qui contient deux choses. Une image PNG qu'on va afficher en arrière-plan de notre projet et une police de caractère qu'on va utiliser dans le projet. Un dossier script qui est vide pour l'instant, on va le remplir ensemble. Une feuille de style qui va s'appliquer pour styliser quelques éléments de la page. Notre fichier HTML et un fichier package.json. Dans le fichier index.html, on retrouve sensiblement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire un lien vers Create.js, notre balise Canva, et on a rajouté cette semaine un champ de saisie de texte dont on aura besoin pendant le laboratoire. Le fichier package.json a déjà été fait pour vous. On l'a déjà fait par les semaines précédentes, donc c'était pas très utile de recommencer tout ça aujourd'hui. Donc, on est au laboratoire 11A. Cette fois-ci, la fenêtre aura une taille de 9,58 par 6,38. Et j'ai aussi laissé à l'intérieur les dépendances dont nous allons avoir besoin, donc les modules de Node dont on aura besoin pour réaliser le lab. C'est les mêmes que la semaine dernière, donc Chrome Apps Serial Port, Firmata IO et Johnny5. La beauté de démarrer avec un projet comme celui-là, puis d'ailleurs, WebStorm l'a remarqué pour nous, c'est qu'on peut tout simplement exécuter la commande npm install pour installer automatiquement toutes les dépendances qui ont été identifiées dans le fichier package.json. En fait, WebStorm nous le propose. Donc, si vous avez cette petite fenêtre-là d'ouverte, vous pouvez tout simplement cliquer sur Run npm install. Et ce qui va se produire, c'est que l'installation va se faire automatiquement de la même façon que si on avait tapé npm espace install dans le terminal. Si vous n'avez pas la petite fenêtre, ben, vous ouvrez tout simplement un terminal, vous tapez npm install et vous démarrez votre projet, tout simplement. En fait, vous démarrez l'installation. Donc, à cette étape-ci, vous devriez voir un dossier Node Modules apparaître avec les modules dont on aura besoin dans le projet. À cette étape aussi, c'est peut-être intéressant de préciser ce qu'on va faire plus précisément. Donc, on va créer une espèce de machine à prévoir le futur ou une diseuse de bonne aventure électronique, je ne sais pas trop. Et donc, on va se servir du petit moteur pour indiquer la réponse de notre Cyber Fortuna à nos questions existentielles ou à nos questions sur le futur. Donc, c'est à peu près ça le plan pour ce laboratoire. Donc, comme par les semaines précédentes, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de créer un script qui va nous permettre de démarrer le projet. On l'a appelé généralement index.js et on le plaçait dans le dossier script. Donc, vous pouvez le faire directement de cette façon-là. Oups. Évidemment, il faudra créer le fichier en question. Donc, je vous invite à créer votre fichier index.js. Le voici.
Et comme par les semaines précédentes, on va se créer une classe principale pour notre projet. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce projet-là est baptisé Cyber Fortuna. Donc la bonne fortune version cybernétique. On va tout de suite créer notre classe. Et, encore une fois, comme par les semaines précédentes, on va l'exporter puisqu'on en aura besoin dans le fichier index. Allons tout de suite dans le fichier index instancier cette nouvelle classe. En faisant ça, on a immédiatement l'importation. Si vous avez coché la semaine, lors du dernier laboratoire l'option, le .js apparaît automatiquement. Sinon, vous allez devoir le saisir manuellement. Voilà. Vérifions rapidement que tout fonctionne. Donc, je vous propose qu'on se mette tout simplement un petit console log pour valider que tout est en ordre. Donc, appelons ça tout simplement Cyber Fortuna. Ou Cyber Fortuna, tiens, démarre. Voilà. Donc, notre fichier index.html charge le fichier index.js qui a lui-même besoin de la classe Cyber Fortuna. Il l'instancie et une fois qu'elle est instanciée, son constructeur est déclenché et on devrait voir le message dans la console. Évidemment, ça présume qu'on a un fichier package.json valide. Donc, pour avoir un fichier valide, ça nous prend au minimum le nom et l'attribut main. Mais dans ce cas-ci, tout était déjà fourni, donc il ne devrait pas y avoir de problème. De mon côté, j'ai déjà configuré NWJS. Donc, je vous invite à faire la même chose. On l'a déjà vu dans un laboratoire précédent, donc vous devriez être capable de le faire. Alors, je démarre le projet pour faire un premier test. Excusez-moi un petit instant. Donc, je démarre. Le voilà. Je vais aller voir dans la console. Oh, j'ai une petite erreur. Je pense que c'est la même erreur que j'ai fait dans le dernier laboratoire ou dans un laboratoire précédent. Si vous vous souvenez, il est important de ne pas oublier de spécifier que notre script utilise le format des modules. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Cannot use import statement outside a module. Donc, on a déjà un petit indice. Je redémarre. Et cette fois-ci, on est parti. Donc, si vous avez une erreur, assurez-vous de débugger et de trouver la nature de l'erreur avant de poursuivre, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de poursuivre si ça ne fonctionne pas à cette étape-là. Donc, dans notre fichier cyberfortuna.js, on a quelques opérations à faire avant de pouvoir vraiment démarrer. Les opérations correspondent à ce qu'on a fait, encore une fois, dans les labs précédents. Donc, je vais passer relativement rapidement cette fois-ci, parce que, bon, comme je vous disais, essentiellement, c'est des choses qu'on a fait plusieurs fois, et probablement que vous pouvez tout simplement copier-coller à partir d'un laboratoire précédent. Là où il y a des différences, je vais les souligner, mais sinon, vous pouvez me suivre en partant d'un ancien laboratoire et en copiant-collant les différents morceaux qui, essentiellement, vont se répéter. Donc, la première chose qu'on faisait, typiquement, c'est de récupérer une référence au Canva et de la mettre dans une propriété Canva de notre classe. Donc, typiquement, quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire je vais chercher la balise Canva, j'en garde une référence dans la propriété Canva et je m'assure que sa taille soit celle de l'écran qui a été défini. Ensuite, autre petit truc commun, en tout cas au moins au début, c'est d'utiliser ou d'afficher automatiquement les outils de développement. Donc, on va aussi faire ça. Ensuite,
on va entamer la séquence de préparation puis de démarrage du projet. Et s'il y a une petite différence par rapport aux semaines précédentes, c'est que cette fois-ci, on va précharger nos ressources, chose qu'on n'avait pas nécessairement faite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise une méthode préchargée et que dans cette méthode-là, on charge tous les éléments qui vont se trouver dans le manifeste. Dans notre cas, il y en a deux. Il s'agit d'une image de fond et d'une police de caractère. Donc, évidemment, qui dit chargement ou préchargement dit utilisation d'un manifeste. Donc, on va se créer un manifeste dans le dossier ressources. Il n'y a malheureusement pas de gabarit pour celui-là, mais on peut faire tout simplement un fichier. Et c'est un fichier JSON. Je dis qu'il n'y a pas de gabarit, mais est-ce qu'il y avait un gabarit pour le JSON? C'est pour package.json, non. Donc on va vraiment y aller avec le fichier de base en s'assurant de mettre l'extension cette fois-là parce qu'il n'y a rien qui indique à WebStorm que c'est un fichier JSON qu'on veut faire. Voilà. Donc, si vous vous souvenez bien, le manifeste, puis ça, on l'a fait aussi plusieurs fois, donc je vais passer relativement rapidement, mais le manifeste, c'est un objet JSON, donc on commence par des accolades, et c'est un objet qui contient une propriété qui s'appelle manifeste. Et cette propriété-là, c'est une liste, donc un tableau, un array, de tous les objets dont on aura besoin. Ces objets-là, ce sont essentiellement des descriptions des fichiers qu'on a à charger. Donc, obligatoirement, on doit avoir une propriété source qui pointe vers le fichier qui nous intéresse. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, notre image .png. On lui donne un ID pour pouvoir la récupérer par la suite. Et on fait la même chose pour la police de caractère. Dans le cas de la police de caractère, il faut absolument préciser le type. On peut le faire pour l'image, mais généralement, c'est déduit automatiquement de l'extension .png, .jpeg ou un truc comme ça. Dans le cas des polices de caractère, c'est plus délicat, donc il faut vraiment spécifier le type de fichier qui est en train d'être chargé. Donc ça, c'est pour notre manifeste. Donc si je reviens dans notre classe, au niveau du préchargement, ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est les étapes qu'on a faites auparavant. Mais cette fois-ci, comme on a appris à utiliser les promesses, ben, on va s'assurer que précharger retourne une promesse et qu'on puisse enchaîner à la suite les autres étapes. Donc, on va essentiellement appliquer au préchargement ce qu'on a fait dans les laboratoires précédents pour, par exemple, initialiser CreateJS, initialiser Johnny5 et ainsi de suite. Donc, si on se souvient, quand venait le temps de précharger, on avait besoin d'un objet chargeur et on l'a, par convention, souvent placé dans une propriété chargeur. Cette propriété-là, elle contenait quoi? Bien, elle contenait un objet loadQ. C'est l'objet qui nous permet de précharger dans CreateJS. Question de pouvoir utiliser cette fonction-là pour vos projets finaux. Je vais aussi ajouter le chargement ou l'installation du plugin pour le son. Si vous vous souvenez bien, on avait besoin d'installer un petit plugin pour correctement charger le son. Donc, même si on n'utilise pas de son dans le lab d'aujourd'hui, je vais l'ajouter. Comme ça, vous pourrez utiliser cette fonction-là comme gabarit pour vos projets ultérieurs qui, eux, auraient besoin de son. Mais bon, à cette étape-là, essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un écouteur pour être informé quand le chargement a terminé. Et on veut aussi, évidemment, ajouter un écouteur qui va nous informer si jamais il y a une erreur. Et la dernière étape, c'était de déclencher le chargement en spécifiant le manifeste à charger. Bon, vous aurez compris qu'on n'a pas tout à fait fini. Il nous manque nos fonctions, donc nos gestionnaires d'événements, nos callbacks qu'on va inscrire ici. Et il nous manque aussi le manifeste lui-même à charger. Ce que je vous propose pour que notre fonction préchargée soit flexible, c'est de tout simplement exiger, quand on appelle la fonction, de spécifier le chemin vers le manifeste. En faisant ça,
On pourra réutiliser la fonction dans plusieurs projets sans avoir à la modifier. Et on va tout simplement passer ce chemin-là en paramètre à la fonction load manifest. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on va appeler précharger, puis on va le faire dans le constructeur dans un instant, bien, on va lui passer en paramètre le chemin vers le manifeste qu'on aimerait précharger, tout simplement. Maintenant, je n'ai pas ajouté les deux gestionnaires. La raison pour ça est simple, c'est que je vous ai dit au début qu'on voulait retourner une promesse pour qu'on puisse enchaîner à l'aide de la fonction den toutes les opérations de démarrage du projet. Donc, les fonctions à déclencher lorsque c'est terminé et lorsqu'il y a eu une erreur, ben, ce sera dans le fond des fonctions qui vont identifier dans la promesse si la promesse est résolue ou si la promesse a échoué. Donc, l'idée ici, c'est tout simplement de retourner un objet promesse quand la fonction est appelée et de faire comme on a fait quelquefois déjà. Oups, il a rajouté des parenthèses de trop. Et de faire comme on a fait déjà, c'est-à-dire de venir encapsuler, si vous voulez, ou placer à l'intérieur tout le code de la fonction. Donc, ce que ça signifie, c'est que quand on appelle la fonction préchargée, elle retourne immédiatement un objet promesse. Par contre, les étapes qui sont à faire à l'intérieur n'ont pas nécessairement fini de se faire. Et c'est lorsque ces différentes opérations-là vont se terminer que la promesse va être résolue ou qu'elle va être rejetée. D'où les deux propriétés, resolve et reject. Resolve et reject, ce sont deux fonctions. Et c'est à nous d'exécuter resolve quand la promesse est résolue ou d'exécuter reject quand la promesse est rejetée. Donc, dans notre cas, c'est relativement simple parce que on a déjà un écouteur pour complete et un écouteur pour error. Si l'écouteur pour complete se déclenche, si l'événement, c'est-à-dire se déclenche, ben, on sait qu'on veut exécuter resolve. Si on a eu complete, c'est-à-dire que le chargement s'est complété et la promesse est résolue. Si jamais il y a une erreur, ben dans ce cas-là, on va exécuter reject parce qu'il y a eu un problème et donc on ne veut pas poursuivre dans la suite des fonctions qui auraient été ajoutées avec then. Donc, ce que ça signifie pour nous, au moment de l'appeler, c'est tout simplement la chose suivante. On appelle précharger. On a dit ici qu'on devait lui passer le chemin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme d'habitude, on va lui passer en paramètre le chemin. Donc, dans notre cas, le manifeste, il est dans le dossier ressources et son nom, c'est manifeste, pas de .json. Donc, en faisant ça, on appelle la fonction précharger. La promesse est retournée instantanément. Et avant d'exécuter den, la promesse attend que ce qui est à l'intérieur soit résolu ou que ce qui est à l'intérieur ait échoué. Pardon. Donc, en faisant ça, normalement, on devrait déclencher le chargement. On va l'essayer. Donc, on repart le projet. Évidemment, c'est difficile ici de voir si ça a fonctionné. On a un indice parce qu'on a le petit avertissement de Create.js, mais on peut regarder dans l'onglet Network. Et si on rafraîchit, ben on voit que le fichier manifeste a été chargé. 200, OK, c'est bon. Que notre image a été chargée et que notre police de caractère, elle aussi, a été chargée. Donc, je présume que tout a bien fonctionné. Comme je le disais, l'idée, si tout a bien fonctionné, c'est de poursuivre. Et comme on fait souvent, je vais placer chaque appel sur une ligne séparée. Donc, ce qu'on veut faire par la suite, une fois que les ressources ont été préchargées, ben, ça va être d'initialiser Create.js. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait déjà dans les laboratoires précédents. Fait que je vous invite à tout simplement récupérer dans un laboratoire précédent la fonction initialiser Create.js. Donc, c'est ce que je vais faire moi aussi. Et à la suite de précharger, j'ajoute
la fonction initialiser create.js. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est que cette fonction-là s'exécute à la suite. Et comme on a fait avec les écouteurs, on va s'assurer qu'elle soit liée à la bonne, à la bonne valeur de this, c'est-à-dire celle qui correspond à l'endroit d'où on l'appelle. Donc en faisant ça, le préchargement va se faire. Il va attendre que la promesse soit résolue. Quand la promesse est résolue, then est appelé, on initialise create.js. J'avais mis ici un petit console-log. Peut-être qu'on peut faire la même chose dans le préchargement pour voir vraiment si toutes les étapes se déroulent correctement dans l'ordre. Donc, on va remplacer ça par préchargement. On redémarre le projet. Je reviens voir dans la console. Donc, CyberFortuna démarre, c'est ce qu'on avait au tout début. Préchargement, initialisation de create.js. Jusqu'à maintenant, tout semble fonctionner correctement. Je vais mettre des 3 petits points. Voilà. Donc, le code qui est à l'intérieur, ben, c'est ce qu'on a fait déjà par les semaines précédentes. Donc, je passe par-dessus. Normalement, c'est des choses que vous devriez maîtriser à cette étape-ci. Ensuite, après avoir initialisé, ce qu'on a fait, c'est d'identifier le port où est branché notre Arduino. Donc, si vous n'avez pas déjà branché votre Arduino, ben faites-le maintenant. Sortez votre fil USB, branchez-le à votre ordinateur. Et vous pouvez, encore une fois, copier-coller ce qu'on a fait dans un lab précédent, c'est-à-dire la méthode identifier port. Et pour y revenir rapidement, cette méthode-là appelle serialport.list, donc qui nous affiche la liste des ports trouvés. On trouve le premier qui est un Arduino et on retourne la propriété ComName de l'objet qui a été trouvé. Évidemment, vous avez sans doute remarqué la petite ligne ondulée qui est en dessous, Missing Import Statement. Donc, il nous manque une importation pour cet objet-là. On va aller retourner complètement en haut et on va faire nos importations. Et encore une fois, question d'aller un petit peu plus rapidement, vous pouvez copier-coller ce qu'on a fait par les semaines précédentes. Donc, importation de Johnny5, de Chrome App Serial Port et de Firmata IO. Donc, aucun sens à tout retaper ça à la main. Repartez de ce que vous connaissez, de ce que vous avez déjà fait. Donc, en faisant ça, on se retrouve avec un serial port qui n'est plus souligné. Donc, on comprend que l'objet a été reconnu. Évidemment, il faut ajouter cette opération-là à notre chaîne d'opérations. Donc, on rajoute un autre then ici. Et on va lui dire identifier port. Et on va utiliser bind comme on a fait déjà plusieurs fois. Voilà. En passant, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on a des petits symboles ici dans la marge qui nous permettent de plier, si on veut, les fonctions ou les méthodes. Donc, c'est ce que je vais faire pour afficher un peu plus d'informations à l'écran. Donc, précharger, on l'a vu, je vais la fermer. Boum. Initialiser create.js, on l'a vu, je la ferme aussi. Boum. Identifier port, on l'a vu, même chose. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces trucs-là. Vous pouvez aussi utiliser commande Alt- pour tous les fermer ou commande Alt+ pour les ouvrir. Et si vous faites le moins, ben à ce moment-là, quand vous allez ouvrir, ils vont déjà tous être fermés. Si vous êtes sur Windows, je crois que c'est CTRL, Alt, moins et plus. Donc, c'est une façon de pouvoir se retrouver dans le code peut-être un peu plus facilement quand on commence à avoir plusieurs méthodes. Je vais laisser le constructeur ouvert parce qu'on va revenir à cette section-ci quelquefois. Donc, on précharge, on initialise create.js, on identifie le port où notre Arduino est branché. Peut-être qu'on peut le tester à cette étape-ci pour voir si tout fonctionne. Donc, vous savez qu'il y a un certain délai avant l'apparition de certaines informations parce que ce sont des méthodes asynchrones. Dans mon cas, on dirait qu'il y a un petit problème. J'arrête à initialisation de create.js. Donc, on va revenir.
Est-ce que j'avais une petit console log ici? Ah, j'ai enlevé mon console log. Je pense on va le remettre. Ou peut-être que je l'avais mis dans la fonction suivante. Donc, on va ajouter la suivante. Puis, encore une fois, c'est comme on a fait dans les laboratoires précédents. Donc, je vous invite à copier d'un laboratoire précédent la fonction ou la méthode initialisée J5. Donc, c'est celle où on serait rendu à cette étape-ci. Et vous pouvez la placer en dessous, tout simplement. Donc, initialiser. Ah oui, c'est ici qu'on avait notre console log. Donc, on va pouvoir valider si tout fonctionne bien. Vous voyez que la méthode est en gris. Donc, on nous dit unused method. Elle n'est pas appelée nulle part. Donc, c'est un indice qui nous manque un petit quelque chose. Donc, on va venir l'ajouter ici. Oups. Évidemment, il faut attendre que les opérations précédentes aient terminé. Donc, initialiser J5. Comme ça. Et on va, encore une fois, redémarrer le projet. Et cette fois-là, on devrait voir le console log qui nous dit « OK, je vais initialiser Johnny5 sur le port qui est celui-là. » Et si vous vous souvenez des labs précédents, ben, le port n'était pas le même. Dans mon cas, je pense que c'était 2101. Donc, vous voyez que ça peut changer d'une fois à l'autre, dépendamment sur quel port USB physique vous vous branchez ou dépendamment des autres appareils que vous avez branchés entre-temps. Et c'est un peu le même principe sur Windows. Ça peut être susceptible de changer. Donc, si vous aviez comme 3 la semaine dernière, ben, peut-être que ce sera comme 4 cette fois-ci. Donc, on peut pas se fier sur le fait que ce soit exactement la même chose à chaque fois. C'est pour ça qu'on a la fonction identifier port qui nous simplifie cette opération-là. Ensuite, la prochaine étape, typiquement, ça a été d'appeler une méthode démarrer. Donc, on va faire la même chose. Évidemment, la méthode démarrer, cette fois-ci, on ne peut pas vraiment la copier-coller de d'autres choses parce que ça va être nouveau, ça va être spécifique à ce projet-ci. Mais à cette étape-ci, vous avez un gabarit complet d'un projet qui utilise Create.js et Johnny5. Donc, si vous voulez garder une copie de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ben, ça peut être un beau point de départ pour vos projets ultérieurs. C'est-à-dire que les modules sont importés, on a notre initialisation de Create.js, la même chose pour Johnny5, en ayant trouvé le port automatiquement, et ainsi de suite. Donc, à cette étape-ci, vous pourriez faire une copie du projet, arrêter la vidéo et garder celle-ci pour vos projets ultérieurs. Donc, la suite des choses, ça serait d'appeler, j'imagine, je présume, une méthode démarrer qui, elle, va démarrer le projet. Donc, évidemment, puis on le voit encore par le fait qu'elle est grise, on va vouloir, elle aussi, l'enchaîner à la suite. Et ça complète essentiellement la séquence des opérations de démarrage. Préchargement, initialisation, démarrage. Donc, je vais minimiser le constructeur à cette étape-ci et on va se concentrer sur la fonction ou la méthode, pardon, démarrer. Je me permets encore une fois d'ajouter un petit message dans la console pour qu'on puisse bien voir que tout fonctionne. Donc, première étape, on va tout simplement afficher notre petite image en arrière-plan. Et pour faire ça, ben, je me crée une constante. Et dans cette constante-là, je vais tout simplement mettre une image au sens Create.js du terme, c'est-à-dire un bitmap. Si vous vous souvenez, on a fait ça par le passé. Et le bitmap que je vais vouloir utiliser, je vais aller le chercher dans ce qui a été chargé par le chargeur et on l'avait appelé image. Image, c'est l'ID qui a été utilisé dans le manifeste. Donc, je crée cette image-là et je vais la mettre sur le stage avec addChild. Vérifions que ça fonctionne. Donc,
l'image est là. C'est notre cartomancienne ou notre diseuse de bonne aventure qui vient d'apparaître. Parce qu'on est des perfectionnistes, on va faire ça encore plus joli. Donc, ce que je vous propose, c'est de la faire apparaître doucement, cette image. Donc, on va mettre son alpha à 0 au départ, donc complètement transparente. Et après l'avoir ajouté sur la scène, on va utiliser un tween pour la faire apparaître. Donc, si vous vous souvenez, pour utiliser un tween, on va d'abord chercher l'objet avec lequel on veut travailler. Dans ce cas-ci, c'est notre image. Et ensuite, on va utiliser la méthode to pour spécifier les propriétés qu'on veut interpoler. Dans notre cas, c'est tout simplement la propriété alpha qu'on veut amener jusqu'à la valeur 1, c'est-à-dire complètement opaque. Le deuxième paramètre de la méthode to, c'est tout simplement la durée. Donc, je vais mettre une durée de 3000 millisecondes ou 3 secondes. On réessaye tout ça. Donc, notre image apparaît avec un fondu, ce qui est plus joli. C'était vraiment juste un petit détail. Ensuite, on va se mettre une boîte de texte pour indiquer à l'usager ce qu'on attend de lui. Donc, je vais créer une constante texte dans laquelle je vais placer une nouvelle boîte de texte, donc createjs.text. Et là, il faut se souvenir un petit peu des paramètres. On a des indices. Donc, le premier paramètre, c'est le texte en question. Je vais le mettre sur plus qu'une ligne pour que ça soit plus facile à voir. Donc, ce qu'on va mettre comme texte, c'est poser votre question. Je répondrai par oui ou non. Donc, on pose une question et la diseuse de Bonaventure va nous répondre par oui ou par non. Le deuxième paramètre, c'est la police de caractère et sa grosseur. Donc, dans ce cas-ci, après avoir fait quelques tests, une grosseur de 56 pixels fonctionnait bien. Et on va utiliser la police qu'on a préchargée qui s'appelle Honey. Et le troisième paramètre, c'est la couleur. Donc, on va y aller avec du blanc parce que le fond est un peu plus foncé. Donc, ça devrait bien fonctionner. Donc, on a notre champ texte. On va l'ajouter à la scène, comme on a fait plusieurs fois déjà. Donc, this stage add child text. Et on va tester pour voir si cette chose-là a fonctionné. Malheureusement, on dirait que ça ne fonctionne pas. Que se passe-t-il? Ben, le texte, c'est vectoriel. Et on utilise StageGL qui fonctionne en matriciel. Donc, dans ce cas-là, puis ça, on l'avait vu aussi par le passé, il faut s'assurer de mettre en cache le texte. Les 4 paramètres, dans le fond, définissent la zone de l'image ou de l'élément qu'on souhaite mettre en cache. Donc, avec un point de départ, une largeur et une hauteur. Donc, dans notre cas, on part à 0, 0. Et on va vouloir la largeur du texte et la hauteur du texte pour tout mettre le texte en cache. Et pour récupérer la largeur et la hauteur du texte, il est recommandé d'utiliser getMeasuredWidth et getMeasuredHeight. Parce qu'il y a quelques petites complexités au niveau du calcul de l'espace occupé par le texte. Toutes les polices de caractère n'ont pas la même grosseur, n'ont pas le même interlignage, et ainsi de suite. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser getMeasuredWidth et getMeasuredHeight dans ce cas-là. Donc, en faisant ça, on se trouve à créer une boîte qui inclut la totalité du texte. Donc, on va regarder si maintenant on peut voir le texte. Rafraîchissons tout ça. Donc, notre texte apparaît. Il n'est pas nécessairement au bon endroit, mais on peut voir que ça fonctionne. Comme notre séquence fonctionne bien, je vais masquer
les outils de développement. Parce que là, ça devient un peu plus agaçant qu'utile. Donc, si je reviens dans le constructeur, vous pouvez mettre en commentaire cette ligne-là. Et on n'aura plus les outils de développement qui vont nous masquer l'image à chaque fois. Donc, notre texte apparaît. Peut-être que dans le même esprit que ce qu'on a fait auparavant, on pourrait lui aussi le faire apparaître par fondu, puis le positionner un peu mieux. Donc, on va commencer tout d'abord par le centrer. Donc, vous voyez l'idée un peu, c'est de changer sa position X. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on a fait déjà plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on peut trouver le centre de notre canevas en divisant sa largeur par 2. Donc ça nous donne le centre du canevas. Mais évidemment, si on positionnait le texte à cet endroit-là, ben, il commencerait au centre et il s'afficherait vers la droite. Donc ce qu'on veut faire, c'est soustraire de cette valeur-là la largeur du texte lui-même pour qu'il soit correctement centré. Et on va utiliser la même mesure que tantôt, c'est-à-dire measured width. Et on veut évidemment soustraire la moitié du texte, parce qu'il y aura la moitié qui est à gauche du centre, puis l'autre moitié qui est à droite du centre. On va aussi le positionner en Y. Et par essai-erreur, 70 m'apparaissait une bonne valeur. On recommence. Donc le texte est centré verticalement, 70 pixels d'en haut. C'est ce qu'on voulait. Ensuite, on va, comme on l'a fait pour l'image, on va utiliser un tween pour la faire apparaître doucement. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de tout simplement mettre l'alpha à 0, comme on a fait pour l'image de fond. Et on va graduellement se diriger vers un alpha à 1 en utilisant Create.js. Donc, cette fois-ci, je vais travailler avec quoi? Ben, je vais travailler avec le texte. Et peut-être que je vais le mettre sur des lignes séparées ici pour que ce soit plus facile de suivre. Donc, comme il y a déjà une transition qui se fait au niveau de l'image, peut-être qu'on peut attendre un petit peu pour débuter la transition du texte. Donc, je vous propose d'utiliser wait. Donc, wait, ça va mettre une pause avant l'animation. Donc, on va attendre une seconde. Et pour le reste, ben, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout. Et cette fois-là, on va, encore une fois, modifier la propriété alpha pour qu'elle se rende jusqu'à une valeur de 1. Donc, on va partir à 0 et elle va se terminer à 1. Et l'idée, c'est de faire ça sur une période de temps X. Dans notre cas, ce sera 3 secondes. On réessaie. Vous avez vu que la transition de l'image de fond a commencé un peu avant la transition du texte. On est content. Maintenant, l'idée, c'est d'afficher une boîte de texte pour que l'usager puisse taper une question et que lorsqu'il pèse sur Enter, notre diseuse de Bonaventure lui révèle la réponse à sa question. Dans le fichier index.html, il y a déjà un champ texte qui est prévu. On ne le voit pas en ce moment. La raison pour ça, c'est que je l'ai masqué via le CSS. Donc, dans le CSS, notre champ texte de saisie, il est à Display None. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne le voit pas en ce moment. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que lorsque l'image de fond est apparue, ben, on pourrait tout simplement l'afficher. Donc, ce que je vous propose, c'est que on pourrait le faire juste avant ici, peut-être. C'est qu'on se crée une propriété. Appelons-la question. Donc, ce sera la boîte où on pose la question, qui va contenir notre champ de saisie de texte. Et pour ça, je vais utiliser Query Selector. Donc, Query Selector va nous retourner la première balise trouvée. Donc, le premier input dans ce cas-ci qu'il va trouver.
Et la raison pour laquelle je le fais à cet endroit-ci, c'est tout simplement pour qu'il soit prêt pour qu'au moment de la fin de la transition, je puisse le faire apparaître. Et pour faire ça, ben, on peut utiliser, puis je pense qu'on l'avait vu aussi, .call. Donc l'idée, c'est de faire la transition et une fois qu'elle se termine, d'exécuter une fonction. Donc .call nous permet d'appeler une fonction une fois que la transition est terminée. Donc ce qu'on passe en paramètre à call, c'est une fonction. Je vais utiliser une fonction fléchée. Et dans cette fonction-là, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux tout simplement remettre la propriété display, donc qui a été mis à none dans le fichier CSS, je veux la remettre à bloc. Donc là, c'est vraiment des connaissances de CSS qui s'appliquent. Et tant qu'à y être, on va s'assurer que le curseur soit placé et prêt à accueillir des frappes directement dans le champ. Donc, la personne, l'utilisateur n'aura qu'à taper directement sans avoir à sélectionner le champ. Le champ va déjà être sélectionné pour lui. Voilà. On va essayer ça pour voir si ça fonctionne. Donc là, ce qui est peut-être important, ou en tout cas intéressant de remarquer, c'est qu'on a d'abord la transition du fond, ensuite la transition du texte, et une fois que la transition du texte est terminée, la boîte de questions va apparaître. Donc vous allez la voir, elle va être vers le bas de la page. Donc l'image, le texte, et une fois que la transition est terminée, la boîte apparaît. Et à cet endroit-là, je peux taper directement sans avoir à cliquer dedans, puisqu'on a utilisé Focus pour sélectionner la boîte. Donc, ça va relativement bien nos trucs. L'étape qui suit, ça va être dans le fond d'utiliser notre cerveau, le petit cerveau moteur, pour afficher à l'usager le résultat à sa question. Et pour faire ça, ben, ça présume tout simplement que vous ayez fait imprimer le petit document Fortuna que je vous ai mis sur Moodle et que vous le placiez sur votre cerveau moteur. Donc, à cette étape-ci, c'est peut-être un bon moment pour regarder un peu les différentes composantes physiques du projet. Donc, le cerveau moteur, c'est celui-là. C'est ce que vous avez dans votre kit. Donc, on appelle ça un cerveau moteur parce que contrairement à un moteur dont le but est de tourner en continu, le cerveau, lui, on va pouvoir lui donner une position à atteindre et il va tourner pour atteindre cette position-là. Dans le cas du petit moteur que vous avez dans votre kit, la position est entre 0 et 180 degrés. Donc, il ne peut pas faire plusieurs tours. Là. Tout ce qu'il peut faire, c'est se déplacer entre un angle de 0 et 180 degrés. Avec le moteur, il y avait quelques petits morceaux, pièces de plastique comme ça. Donc, c'est les pièces qu'on va pouvoir fixer sur la tête du moteur et qui vont pivoter lorsqu'on va lui demander. Sur Moodle, je vous avais mis aussi un fichier PDF. Donc, je vous invite à l'imprimer. C'est un fichier PDF qui a l'air de ça, où on a d'un côté oui ou non, et ce sera donc la réponse à la question posée par l'usager. L'idée donc, c'est d'imprimer ce document-là, de le découper, de découper l'intérieur et de le placer sur le moteur de cette façon-là. Et en utilisant la pièce qui a l'air de ça, on va se servir donc de la direction dans laquelle elle pointe pour indiquer la réponse à la question, un oui ou un non. En fait, je pense que je l'ai posé à l'envers. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. OK. Tiens, tant qu'à y être, vous avez peut-être remarqué que il y a un fil qui est fourni. Le fil a
lui-même trois couleurs. Donc le rouge, ce sera le 5 volts. Le brun, c'est le ground. Et le jaune orangé, c'est le signal. Et ce que je vous invite à faire immédiatement, si vous avez tout ça sous la main, c'est de brancher dans la borne 10 les 3 fils. Et là, c'est l'intérêt d'avoir notre petit clone versus un Arduino traditionnel, parce que notre clone possède des rangées de bornes mâles qui ne sont pas sur les Arduino traditionnels. Et ça, c'est drôlement pratique parce que ça va nous permettre de brancher, sans avoir à utiliser la plaque d'essai, le petit connecteur qui est ici. Donc, assurez-vous simplement d'avoir le bon côté. Les couleurs correspondent à peu près, c'est-à-dire que le jaune orangé correspond au jaune, le rouge correspond au rouge et le brun est un beau bleu. Mais assurez-vous de le mettre donc dans l'entrée numéro 10. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile à voir à la caméra, mais vous avez les numéros d'inscrits en dessous. Donc, insérez le connecteur à l'entrée numéro 10. Et comme je disais, assurez-vous que le jaune soit, ou le jaune orangé soit vers le haut, ou en tout cas soit sur la borne qui est elle-même jaune. Voilà. Donc, on va revenir au code. Dans Create.js, on a vu qu'il y avait des objets qui correspondaient, dans le fond, aux différents capteurs et actuateurs qu'on voulait utiliser. C'est le cas aussi pour les servomoteurs. Donc, si on va voir l'API de Johnny 5, donc dans la section API, et qu'on descend, vous allez voir différentes choses concernant les moteurs. Donc, il y a des objets moteurs et motors, mais ce n'est pas ceux qui nous intéressent dans ce cas-là, parce que ce n'est pas un moteur à rotation continue qu'on a, c'est vraiment un servomoteur. Donc, on va choisir servo. Et là, vous avez différents modèles. On nous indique les différentes options à utiliser. Et vous avez aussi des exemples qui correspondent à différents modèles, donc des exemples de branchement. Donc, celui-ci correspond à peu près à ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on est branché dans l'entrée 10. Ce qui est important de remarquer, c'est que l'entrée 10, c'est une entrée, ou la borne 10, je devrais dire, parce que ça peut être une entrée ou une sortie. C'est une borne PWM. Donc, on peut utiliser cette borne-là en tant que sortie pseudo-analogique. Donc, on va être capable d'envoyer des signaux analogiques, ou en tout cas pseudo-analogiques, à notre moteur pour lui dire « va à telle position entre 0 et 180 degrés ». Évidemment, il existe d'autres types de moteurs, d'autres types de configurations, donc vous avez plusieurs exemples. Mais pour l'essentiel, ce qui va nous intéresser, c'est la section API, c'est-à-dire les méthodes et les propriétés qui sont offertes par notre objet. Et vous avez une méthode, entre autres, to. Donc, on peut dire au moteur, va à telle position. Et un certain nombre d'autres méthodes. Donc, si on vient dans le code, on va commencer par créer l'objet pour notre cerveau. Je vous rappelle qu'on est actuellement dans la fonction démarrer, donc vous pouvez continuer à la fin de la fonction démarrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une propriété, appelons-la moteur, qui va contenir notre nouveau moteur. Vous vous souvenez que tous les objets de Johnny 5 ont été importés dans un namespace 5. Le nom qui est ici, si je reviens en haut, c'est tout simplement le nom qui est là. Si vous changez ça, ben, vous avez qu'à le changer en bas. Mais par habitude, les gens utilisent 5 pour Johnny 5. Et ce qu'on va vouloir créer dans ce cas-là, ben, vous l'aurez compris, c'est un cerveau. Le cerveau, il y a quelques options, mais les deux qui nous intéressent, c'est la borne sur laquelle on l'a branché. Donc, dans notre cas, c'est la 10. Assurez-vous, si vous en utilisez une autre, que ce soit une borne PWM.
Et il y a un deuxième paramètre intéressant qui nous permet de lui spécifier de se placer au centre lorsque le moteur démarre. Donc, on va mettre center à true, tout simplement. Donc, ça, c'est optionnel, mais dans notre cas, c'est intéressant de lui dire de se placer au centre. Sinon, ben, il va tout simplement rester à la position où il se trouve lors du démarrage. Maintenant, donc, ce qu'on veut faire, c'est que l'usager va taper sa question. Au moment où il pèse sur Enter, le moteur va s'activer et va afficher une réponse à l'usager. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est mettre un écouteur sur notre boîte de questions. Donc, on va mettre un écouteur. Et cet écouteur-là va écouter les keydowns. Donc, à chaque fois que l'usager tape, jusqu'à temps qu'on tombe sur le moment où il a pesé sur la touche Enter. Et à ce moment-là, lorsqu'il pèse sur Enter, ben, on va tout simplement démarrer le processus de découverte de la vérité. Donc, essentiellement, tout ce qu'on veut vérifier lorsqu'il y a un keydown, c'est est-ce que la touche qui a été pesée, c'est la touche Enter. Si oui, ben, on va exécuter une méthode qui va faire le processus suivant. Donc, je propose qu'on crée une méthode répondre. Elle n'existe pas encore, mais on va la créer. Et c'est elle qui va se charger de tout ça. Donc, on va créer la méthode en question. Et la méthode répondre, en gros, ce qu'on veut qu'elle fasse, c'est qu'elle active le moteur. Une façon rapide de tester notre moteur, c'est d'utiliser la méthode sweep. Donc, on devrait la retrouver ici, si je reviens dans la documentation. Donc, sweep. Donc, sweep the servo between default min and max. Donc, autrement dit, il va faire en sorte que le cerveau bouge du minimum au maximum, donc de 0 à 180 dans notre cas, sans arrêt. Donc, ça va être une façon pour nous de valider que le moteur fonctionne correctement. Donc, on va essayer ça. Ça va nous permettre de valider que le code qu'on vient de faire est fonctionnel. Donc, évidemment, il faut attendre que l'usager pèse sur Enter. Je veux dire, serais-je chanceux dans le futur? Oups, j'ai même fait une faute. Et au moment où je pèse sur Enter, ma foi, il ne se passe absolument rien. Donc, il semble y avoir un petit problème. On va regarder dans la console pour voir si on n'a pas un problème. Non. Donc, j'ai sans doute fait une erreur. On revient. Donc, question, c'est notre boîte de questions. On écoute keydown. Lorsque le keydown se produit, on vérifie que la touche est bel et bien la touche Enter. Tout ça, ça semble bien fonctionner. Qu'ai-je fait? Donc, quand notre code semble correct, puis qu'on n'a pas d'erreur dans la console, ben, l'étape suivante, c'est de vérifier si nos connexions sont bien faites. Donc, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ah ben voilà. Donc, je suis rendu myope comme une taupe, on dirait. Je m'étais trompé de 2 bornes. Je n'étais pas branché sur la borne 10. Donc, comme vous pouvez voir, une fois que je l'ai branché, ben, le mouvement de gauche à droite s'effectue. C'est ce qu'on appelle le sweep. Donc, c'est de la valeur 0 jusqu'à la valeur 180. Il y a un mouvement continu. Donc, en faisant ça, ben, on vient de valider que notre code fonctionne jusqu'à cette étape-là de la fonction répondre. Bon, évidemment, on ne veut pas que le moteur démarre tout de suite. Ce qu'on voudrait, en fait, il pourrait démarrer tout de suite. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est le laisser hésiter un petit peu entre les réponses et éventuellement choisir une réponse.
Donc, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est effectivement le laisser bouger comme ça en sweep, mais se mettre un timeout pour qu'après un certain nombre de secondes, on arrête de bouger, puis qu'on affiche la réponse à la question. Donc, vous vous souvenez, cette timeout, 2 paramètres. Le premier, c'est une fonction. Donc, ça ici, c'est ma fonction fléchée. Le deuxième paramètre, on va mettre 4 secondes. Donc, ce sera le moment où le timeout va se déclencher. Et à cette étape-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire au moteur « stop ». Donc, on veut qu'il arrête de bouger. Évidemment, si on l'arrête de bouger, on ne sait pas exactement où il va tomber. Donc, ce serait peut-être plus approprié de s'assurer qu'il tombe précisément sur le oui, sur le non, ou peut-être même sur les 3 points d'interrogation si notre diseuse de bonne aventure ne connaît pas la réponse. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est tout simplement se créer une variable, dans ce cas-ci une constante réponse, et on va piger une réponse. Donc, ce sera soit 0, 1 ou 2. 0 pour oui, 1 pour je ne sais pas, puis 2 pour non, par exemple. Si vous préférez ne garder que oui et non, ben, vous pouvez faire un match random dans ce sens-là. Donc, pour avoir un chiffre qui soit 0, 1 ou 2, ben, on va utiliser mat.random multiplié par 2. Donc ça va nous donner un chiffre décimal entre 0, en fait, c'est par 3. Hein, on a dit qu'on avait 3 options. Donc ça va nous donner un chiffre décimal entre 0 et plus petit que 3. Mais évidemment, on ne veut pas que ça soit décimal. Nous, on veut que ça s'arrête pile sur une des positions. Donc on va utiliser mat.floor pour que le résultat du premier mat.random soit un entier. Donc, si on récapitule, mat.random nous retourne une valeur entre 0 et plus petit que 1. Si on multiplie ça par 3, ça nous donne une valeur entre 0 et plus petit que 3. Mais ce sont des valeurs décimales. Si on utilise matfloor, donc on garde seulement la portion entière, ben on pourra avoir 0, 1 ou 2. 3 ne sera jamais dedans puisque mat.random ne retourne jamais la valeur 1. Donc, on n'aura jamais de 3. Donc, 0, 1 ou 2. Et là, l'idée, c'est de dire, ben, petit moteur, j'aimerais ça que tu ailles à la position que je vais te donner. Donc, tout, ben, c'est cette idée de lui spécifier une position en degrés. Donc, dans notre cas, ça peut être 0 degré, ça peut être 90 degrés ou ça peut être 180 degrés. Donc, tout ce qu'on a à faire, comme on a 3 possibilités, c'est réponse multipliée par 90. Donc, si 0 sort, ben, ça sera 0. Si c'est 1, ça va être 1 fois 90, donc 90. Puis si c'est 2, ça sera 2 fois 90, donc 180. Si on veut, il y a un deuxième paramètre qu'on peut utiliser pour la méthode tout, c'est la durée. Donc, ce qu'on peut faire au moment où il va trouver la réponse finale, où il va se diriger vers la réponse finale, c'est de lui mettre un petit délai. Donc, te donner l'impression qu'il hésite un petit peu ou qu'il va tranquillement vers la réponse finale. Ça peut être sympathique. C'est à peu près ça. Donc, on va essayer ça. Donc là, en redémarrant, votre moteur devrait arrêter de bouger. En fait, non seulement il devrait arrêter de bouger, mais il devrait se placer au centre, donc vis-à-vis les 3 petits points. Évidemment, si, dans votre cas, à sa position d'arrêt, il n'est pas exactement au centre, vous pouvez enlever la petite pièce de plastique blanche et la remettre pour vous assurer qu'elle pointe au bon endroit quand on est au centre. Il n'y a rien qui vous empêche. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre la petite vis. Vous voyez ici, moi, je n'ai pas mis la vis, donc je peux tout simplement enlever la pièce, puis on peut la remettre à l'angle qu'on veut. Donc, assurez-vous de la mettre directement au milieu de cette façon-là. Oups. Donc, je reviens ici. On pose notre question existentielle. Par exemple, la COVID se terminera
Intel cette semaine. Et on pèse sur Enter. Et donc là, pendant 4 secondes, il va balayer. Et on est chanceux, la COVID se termine cette semaine, mesdames, messieurs. C'est Cyber Fortuna qui vous l'aura annoncé en premier. Donc ça semble bien fonctionner. Tout ce qui nous restera à faire, c'est permettre à l'usager de poser une autre question, donc de continuer. Évidemment, on peut effacer, taper quelque chose et peser sur Enter encore une fois, et le mouvement devrait redémarrer. Mais on pourrait peut-être faire ça de façon un petit peu plus sophistiquée. Donc, par exemple, au moment où l'usager pèse sur Enter, on pourrait tout simplement désactiver le champ texte. Donc, notre boîte de questions, on pourrait tout simplement lui dire « Elle est disabled ». Oups, excusez. À partir de ce moment-là. On va évidemment la réactiver à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Donc, on attend. On pourrait peut-être même se faire un deuxième set timeout qui, lui, serait un peu plus tard. Donc, le premier après 4 secondes, le deuxième après 6 secondes. Et dans ce cas-ci, l'idée, ce serait tout simplement de dire, mon champ question, je vais vider sa valeur. Donc, ce qui a été inscrit à l'intérieur après 6 secondes. Autrement dit, après 4 secondes, entre 4 et 5 secondes, le moteur va se positionner sur une réponse. Et après une seconde de ça, on vide la question et on permet de recommencer. Donc, quand je dis permet de recommencer, en gros, on va réactiver le champ texte. Donc, disabled à false. Et on va remettre le focus à cet endroit-là pour que l'usager puisse à nouveau taper sa nouvelle question. Donc, on va essayer ça. Donc, on peut encore une fois trouver une petite question originale du genre « Avez-vous aimé ce laboratoire? » Ouf! J'ai eu peur pendant un instant. Et comme vous pouvez voir à l'écran, après un certain temps, la question est disparue et le focus est revenu sur notre boîte et on peut poser encore une fois la question. Je n'étais pas convaincu, je vais lui redemander pour la COVID. Peut-être que c'est parce que je ne l'avais pas écrit au complet. J'ai hâte de voir la réponse. Ben oui, effectivement. Donc, c'est la dernière semaine de la COVID. Notre diseuse de bonne aventure vient de nous l'annoncer, un peu à l'image des preachers américains qui ont prié pour la faire disparaître. Ça met un terme à ce laboratoire. J'espère que vous avez apprécié. Donc, l'idée ici à retenir, c'est que, comme vous le voyez, l'essentiel du laboratoire, dans le fond, n'a pas tellement porté sur le contrôle du moteur, parce que dans les faits, c'est plutôt simple. Une fois que notre Arduino est branché et que le moteur est branché, quelques lignes pour créer l'objet moteur et éventuellement quelques lignes pour lui dire de bouger ou de se diriger à une position ou à une autre. Donc, essentiellement, la plus grosse partie du laboratoire, c'était pour l'enrobage, l'image, la boîte de texte et tout ça. Mais comme vous pouvez voir, l'utilisation du moteur lui-même est vraiment simple. Et si vous êtes curieux de voir ce que vous pouvez faire d'autre, venez voir sur la documentation de Johnny Five, entre autres dans la section API. Donc, on a utilisé la méthode to ensemble. Vous pouvez lui assigner vous-même le minimum et le maximum. Évidemment, les limites physiques du moteur sont de 0 à 180, mais vous pouvez restreindre cette gamme-là si vous le souhaitez. Vous pouvez lui dire de se positionner au centre. Nous, on le fait directement lors de la création. Et sweep, on en a parlé. Stop, on en a parlé aussi.
Et dans ce cas-là, ça concerne plus les moteurs continus, donc ça ne s'applique pas nécessairement au modèle de moteur qu'on a. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Et c'est aussi possible de faire des mécanismes relativement plus complexes avec un moteur en ajoutant des petits engrenages, des petites poulies, des choses comme ça. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Mais je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. À la prochaine.